Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Vincent Carpentier. Bonsoir Xavier Mauduit. Moi j'ai une question pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est une évidence encore quand on présente associer les mots archéologie et histoire proche? Est-ce qu'il y a encore des interrogations de gens qui disent la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas besoin d'archéologues? Oui, bien sûr. Et c'est ce qui justifie le titre pour une archéologie, un aspect un peu militant. Bon, même si une majorité des chercheurs aujourd'hui engagés dans ces champs reconnaissent la nécessité de s'y intéresser. En particulier, il y a un précédent avec le premier conflit mondial qui a déjà donné lieu à des publications, expositions, etc. Très courue, très intéressante, très nourrie, et qui continue de donner lieu à ce genre de recherche. Il existe encore un certain nombre de résistances. D'une part parce que l'archéologie, ça embête un peu tout le monde, en particulier l'archéologie préventive, qui est liée au développement des aménagements. Ça crée un certain nombre de gênes, de retards, etc., de délais. Il faut aussi la financer. D'où la nécessité aussi d'expliquer, tenter d'organiser un discours qui soit le plus convaincant possible pour justement justifier la mise en place de ces moyens. Et puis aussi des résistances qui sont liées, comme d'habitude aussi, peut-être à des querelles de chapelle avec certains historiens qui voient assez mal peut-être un risque éventuellement de moins maîtriser certains aspects. En tout cas, une documentation, je pense que ça tourne surtout autour de la nature même de la documentation. Je crois que tout ça, finalement, n'est qu'un aiguillon pour nous, archéologues, à nous tourner, non pas à devenir historien, clairement, en restant archéologue, mais à nous tourner vers un discours qui soit peut-être plus ouvert et aussi une interdisciplinarité qui soit pas seulement déclarée, mais bien assumée. Oui, parce qu'on sait que l'échange entre les disciplines ne peut qu'enrichir. C'est une certitude. Malgré tout, c'est vrai que sur cette question-là, qu'est-ce que vous allez répondre à un historien qui dit bah non, mais moi j'ai tous les textes, j'ai les archives, j'ai les témoignages, j'ai même les photographies. Qu'est-ce que va m'apporter de plus l'archéologue s'il me dit ah oui, ici il y avait bien ce bâtiment? Vous savez, c'est un débat que je connais d'autant mieux que je suis médiéviste de formation depuis une bonne trentaine d'années maintenant, et que j'ai connu au début de ma carrière ces débats de médiévistes, notamment autour de questions comme la naissance des villages, etc., où on opposait j'ai envie de dire une soi-disant, parce que tout est relatif, une soi-disant pléthore de documentation écrite, donc avec un certain nombre, c'est vrai, d'informations cruciales, essentielles, à finalement une espèce d'invisibilité de ces phénomènes-là dans le sol. Bon, ce qu'a révélé l'archéologie, en se développant tout simplement dans le territoire, c'est que ces phénomènes n'étaient pas invisibles. Même si on ne voit pas tout et qu'on aurait bien tort de le prétendre, l'archéologie est à même de produire un certain nombre de données récurrentes ou quelquefois dissonantes, mais en tout cas de contribuer à un débat de réflexion et parfois même de remettre en cause un certain nombre de thèses qu'on peut établir sur des sources comme l'écrit, ça peut être la photographie ou autre, qui sont loin d'être objectifs, comme vous le savez bien, et à qui on peut faire dire, parfois sans le vouloir, parce qu'il existe des biais, parce qu'il existe une critique absolument nécessaire sur tout type de source, eh bien on peut passer à côté du sujet. Et ça a été le cas sur ces histoires de naissance des villages, d'organisation de l'habitat et des territoires au sens large. D'ailleurs, ce sont des questions qu'on ne se pose plus tout simplement aujourd'hui en ces termes de recherche. Et du coup, le dialogue est d'autant plus simple entre historiens et archéologues est d'autant plus fructueux aujourd'hui. Je pense que ces périodes plus récentes, qu'il s'agisse de l'époque moderne, qu'il s'agisse du passé récent, contemporain, on l'appellera comme on voudra, connaîtront exactement le même chemin à mesure que se développera la documentation qui permettra d'être un peu plus précis sur un certain nombre de sujets. Puis la documentation, pour vous, c'est aussi quelque chose de très particulier. Parce que là, quand vous êtes archéologue, presque au préalable, il est possible d'avoir énormément de documentation sur le terrain que vous allez fouiller. Oui, alors c'est vrai aussi qu'on a affaire, mais encore une fois pour toute période, à des documentations disparates, à des biais. Notre discipline n'en est pas exempte, et en particulier lorsqu'elle est pratiquée dans ce cadre préventif que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on ne fouille pas tout, partout et tout le temps. On va avoir affaire à certaines zones, certains espaces mieux documentés que d'autres. Également parce que, en l'occurrence, le conflit n'a pas impacté les paysages ou les territoires ou les sols ou les océans de la même manière partout et de manière uniforme. Même si on observe des récurrences, ça nécessite toujours quand même de garder à l'esprit qu'il existe des biais, bien sûr, dans cette documentation archéologique, qu'elle peut s'avérer parfois
contradictoirement un peu avec justement cette critique opposée par certains. Elle peut s'avérer parfois pléthorique et pour autant nous apporter assez peu d'informations qualitatives, ou en revanche avoir à faire une documentation limitée dans l'espace, plutôt rare, mais d'excellente qualité, avec des sites uniques ou en tout cas réduits à seulement quelques exemplaires en termes de niveau de conservation, de qualité informative, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans nos interprétations. Oui, puis avec un écart sidérant entre ce qui peut rester, je sais pas moi, d'une base sous-marine ou des choses comme ça, et puis de ce que vous appelez ces grains de poussière emportés par le vent. C'est ça aussi qui est très très beau dans cette démarche, c'est que pluralité des documents, bien sûr, mais aussi pluralité des objets à étudier. Tout à fait. Et bon, c'est cette formule, cette jolie formule sur ce sable d'Omaha Beach, mais lorsqu'on visite le site que vous connaissez bien, rejoint tout à fait les impressions qu'a un contemporain aujourd'hui à se rendre ces champs de bataille, alors qu'ils sont reproduits à l'infini, y compris de manière sonore, etc., dans un certain nombre de grandes superproductions américaines, dans la littérature, etc., enfin, qui font vraiment partie d'un héritage culturel très très largement partagé. Or aujourd'hui, quand on se rend sur ces sites de combat, on ne voit plus rien. La dimension balnéaire, paysagère a largement pris le dessus. Et ce sont non pas des archéologues d'ailleurs, mais des géologues qui ont mis en évidence la présence de micro-restes invisibles à l'œil nu, aux chalands qui passent, mais qui sont les ultimes vestiges concrets et matériels de ces événements. Comme quoi l'ampleur, les répercussions psychologiques ou autres d'un événement ne vont pas forcément de pair avec la volumétrie pardon, de la documentation qui peut en subsister aujourd'hui. Oui, puis il y a cette mémoire. Alors, effectivement, Normand, que je suis du bocage virois, je trouve dans l'index vire. Je suis très heureux. C'est pas courant, hein. C'est pas courant. Mais non, mais c'est cette histoire-là, bien sûr. Au moment de penser à la Seconde Guerre mondiale, nous pensons à des combats, mais nous pensons à une géographie. Votre histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire mondiale. Faut le rappeler là aussi, hein. On n'est pas juste sur les plages du débarquement. C'est partout, en fait. Exactement, et l'idée c'est de dépasser justement cette entre guillemets mythologie. On parlait de secteur mythique en Normandie à une certaine époque et pas si éloigné. Pourquoi? Parce que en arrière-plan il y a des enjeux bien sûr de chapelle, il y a des enjeux touristiques qui sont extrêmement importants. Il ne faut pas se voiler la face, ça alimente aussi une économie. Cette histoire des deux guerres mondiales d'ailleurs. Et bien sûr, ces querelles débouchent parfois sur des errements un peu regrettables. En tout cas, on cherche à labelliser. Bon, ça nécessite quand même un travail en arrière-plan culturel un peu rigoureux, à tout le moins, auquel ont déjà largement contribué les historiens et auquel, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer et c'est ce que je souhaite, peuvent aussi contribuer les archéologues aujourd'hui, y compris pour Vire, qui est un point parmi d'autres, Oui, sans ça. aucune raison particulière de le sélectionner ou de l'extraire ou même de l'hyper-interpréter au sein d'une carte touchée par un phénomène mondial. Non, mais là où c'est intéressant, c'est que il y a une réalité de fouille aussi. Vous êtes archéologue et donc vous dépendez aussi de la documentation dont vous bénéficiez. C'est vrai que l'historien, lui, peut se balader dans les documents et faire un choix, mais vous, il y a des endroits que vous ne pouvez pas encore étudier parce que la documentation n'est pas encore là. Il y a le boulot à faire. Tout à fait, et c'est peut-être d'ailleurs que, comme vous le dites, un boulot qui ne se fera jamais. Pourquoi pas dans certaines régions du monde, puisque ces vestiges, en tout cas une partie d'entre eux, tendent à disparaître par effet du pillage, érosion, etc. Je pense au front de l'Est, par exemple, qui est activement pillé aujourd'hui. Bon, des pays pour lesquels il n'existe pas de structure archéologique comparable à ce qu'on a la chance d'avoir chez nous, pour des raisons bien compréhensibles d'organisation économique, politique, etc. On aura toujours des blancs sur nos cartes. Bon, c'est quelque chose qui ne me révulse pas plus que ça, puisqu'on nous, archéologues, sommes habitués à ces silences et sommes habitués aussi à voir surgir régulièrement, parfois de manière très inattendue, des vestiges là où on ne les attendait pas forcément. Oui, c'est ça qui est très intéressant aussi pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Vincent Carpentier. Alors il y a plusieurs choses et vraiment c'est très clair. Le pour, on a compris à qui c'est destiné, du public à la communauté scientifique. Très bien. Pourquoi de la Seconde Guerre mondiale? Au sens, y a-t-il une spécificité de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi pas une archéologie des guerres mondiales ou quelque chose comme ça? À vrai dire,
J'aurais pu m'y attaquer. La spécificité, elle découle tout simplement du fait que dans cet état de l'art, de l'étude du passé récent à travers ces deux grands conflits mondiaux, on a affaire à une très forte disparité, même un clivage très marqué entre une littérature qui s'est déjà intéressée de manière très, très forte, en France en particulier, au premier conflit mondial, avec les résultats que j'évoquais en préambule, exposition, etc. Vraiment un retour au public important, avec des attentes sous-jacentes tout aussi importantes. Alors que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est un phénomène plus récent. Pendant longtemps, ces vestiges, on les a mis au jour tout aussi régulièrement. Hein. On ne va pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu à partir du moment où l'archéologie, en particulier par les années 80-90, l'archéologie préventive s'est développée. Il est bien logique qu'on a déterré déjà énormément de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ne sont devenus officiellement des composantes du patrimoine auxquelles nous, archéologues professionnels, sommes tenus d'accorder l'importance, c'est-à-dire de les consigner dans des inventaires, dans des rapports, d'en prendre note, de les archiver au fur et à mesure de leur disparition, qu'à partir du moment où l'État a considéré que cela était nécessaire. Et ce mouvement, cette inflexion est survenue à la toute fin de l'année 2013, oui, c'est très récent. Donc on est passé d'une archéologie des conflits contemporains presque exclusivement de la Première Guerre mondiale, depuis moins de 10 ans, à une archéologie aussi de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous avez raison, la thématique est la même. Il s'agit d'étudier le phénomène de la guerre totale à l'époque contemporaine, dont on connaît aujourd'hui toujours l'héritage actif dans notre actualité. Vous voulez dire qu'il y a 50 ans, au moment de faire des fouilles, si on est, je sais pas, en Normandie ou ailleurs, n'importe où, on trouvait des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être n'importe quoi, un éclat d'obus, un machin, tout ça c'était balayé, c'était pas intéressant, c'était pas obligatoirement recensé dans l'inventaire des fouilles. Vous avez parfaitement raison, et j'ai même pu étudier d'assez près ce processus. En fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'archéologues, il y en a qui sont ici dans la salle, ont commencé de manière tout à fait personnelle, individuelle, à enregistrer, à consigner la présence de ces vestiges, précisément en Normandie, donc une région très touchée par ces conflits, avec énormément de traces à partir de 1998. Donc on voit, je pense, dans cette date, l'impact des travaux sur la Grande Guerre, avec juste quelques années, un pas de temps vraiment très court, qui amène une prise de conscience. Les vestiges de conflits du XXe siècle, je les enregistre. La commande officielle, si je puis dire, de l'État, fin 2013, intervient 5 ans après. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que, et c'est assez frappant, il existe en gros un intervalle de 70 ans, une existence humaine, donc la disparition des témoins, des acteurs, entre les deux conflits, qui s'est répété aussi donc pour cette Seconde Guerre mondiale. Et une fois ce pas de temps dépassé, on prend conscience. Alors ça se fait surtout, on l'a constaté d'autant plus vivement en Normandie en 2014, à l'occasion des grandes cérémonies internationales, le 70e anniversaire du débarquement, etc. La mort du dernier poilu pour le premier conflit nous a beaucoup marqué. On a vraiment affaire ici à un rapport à la durée d'une existence humaine et à la disparition des témoins directs. Et ceci marque le basculement du passé dans cet héritage révolu. Et à partir de ce moment, l'archéologie devient officiellement, et c'est même assez bizarrement consensuel, devient officiellement opératoire. Oui, c'est ça. Et puis, il y a toujours ce paradoxe avec l'attrait du vestige chez les collectionneurs, militaria, et pour la Seconde Guerre mondiale, il y en a énormément, et le désintérêt qu'il y a eu pendant longtemps pour l'archéologie sur exactement le même sujet. Tout à fait. Alors, pour l'instant, effectivement, je me suis focalisé dans ce débat sur la question de vestiges archéologiques considérés selon leur aspect scientifique. Il est évident aussi que pour ces conflits, on a affaire à une passion pour l'objet, pour le vestige, que je considère un peu naïf, voire dans certains cas dénaturé, qui est celle du militaria au sens large. Bon, ça vaut aussi pour la Première Guerre mondiale, bien sûr, avec
Alors une nébuleuse assez complexe, mais en tout cas nombreuse, hein, d'amateurs passionnés qui collectent un certain nombre de vestiges. Ça peut, y compris d'ailleurs des collections qui ne sont pas en rapport direct avec les combats, des objets qu'on va retrouver dans les familles, des correspondances épistolaires de soldats, enfin des choses comme ça qu'on est très heureux de retrouver à terre, mais qui n'ont pas, en tout cas, dont ils ne disposent pas les outils, les connaissances nécessaires pour les interroger eux-mêmes. Donc c'est assez ambigu ce rapport qu'on peut avoir avec ces collectionneurs parce que le marché sous-jacent finalement justifie une forme de pillage mondialisé qu'on connaît bien évidemment aussi pour toutes les autres périodes et qui est considéré en gros comme l'ennemi juré de l'archéologie officielle. Mais ça permet aussi effectivement, et en témoignent nombre de musées, notamment dans la région normande, c'est valable aussi dans l'Est, les régions de la guerre des tranchées, on peut récupérer des collections entières et les exposer aujourd'hui au public, donc les préserver aussi de la destruction. Donc c'est tout un petit univers qui serait très intéressant pour nous d'arriver en gros à organiser et finalement à fédérer autour d'une idée commune. C'est qu'il s'agit d'un patrimoine qui nous appartient à tous et qu'il est intéressant de présenter de la manière la plus adaptée possible, y compris sous des formes pédagogiques, au public. Et puis dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler quand même la fascination qu'on peut avoir pour ces collectionneurs d'obus qui n'ont pas encore explosé. Il faut le dire, faites attention, les collectionneurs, ça peut péter à un moment. Tout à fait, les archéologues aussi. Dans nos procédures, d'ailleurs, ça a posé un certain nombre sinon de problèmes, tout au moins de la nécessité de réflexion et de mise en place de protocoles plus ou moins rigides avec les services de déminage, etc. Bon, la sécurité est un problème omniprésent sur les champs de bataille, un peu moins chez les pilleurs de militaria. Je parlais du front de l'Est tout à l'heure. Bon, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, dans les pays baltes, etc., dans certains secteurs, il y a beaucoup de reportages comme ça, y compris sur Internet, auxquels on a facilement accès. On a affaire quand même à des bandes organisées qui prennent des risques absolument insensés. Enfin, insensés, ils sont justifiés par le fait qu'ils en vivent, hein, tout simplement. Mais bon, bien évidemment, le matériel de guerre, c'est dangereux. Il faut tout le temps le rappeler. On le fera jamais assez. Et les archéologues, bien sûr, eux aussi font très attention à ça. Et puis vous commencez avec du lourd hein, dans votre ouvrage. Hein. C'est carrément le béton et l'acier. Non, mais c'est très intéressant de commencer par là parce que dans une image très répandue de l'archéologie, c'est creuser la terre pour trouver un objet. Or vous commencez par non, le béton, quoi. Tout à fait. Et je pense que bon, c'est délibérément un peu provocateur aussi, un effet d'entrée en matière. Tout le monde l'aura compris, mais je pense que le béton et l'acier, c'est facilement constatable hein, dans certaines régions, sont vraiment les matériaux emblématiques de ce phénomène global, tout simplement parce qu'on les retrouve partout sur l'ensemble du théâtre couvert par ces conflits. Ce qui est un peu moins évident pour la Première Guerre mondiale, ça introduit quand même une différence. Ça existait bien sûr, hein, l'ère industrielle, bon, ces matériaux sont liés à la mondialisation, l'ère industrielle, mais pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des volumétries absolument phénoménales. Bon, évidemment, au regard de la construction aujourd'hui en Chine, bon, faut toujours tout pondérer, hein, bien sûr, mais je pense que c'est lié quand même très clairement au développement de ces mises en œuvre de matériaux, de cette culture aujourd'hui que nous avons de ces constructions utilitaires, globalement assez inesthétiques quand même, et pour certaines associées à des souffrances infinies. Oui, parce que c'est ça, il y a plusieurs temps dans la Seconde Guerre mondiale, il y a le temps préparatoire aussi. C'est-à-dire que la ligne de défense entre dans cette réflexion sur l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale à travers le béton et l'acier. Tout à fait. Et l'un des fils directeurs de ce livre, et l'une des motivations principales, pour moi, ça a été de réfléchir, d'organiser un petit peu ma pensée, enfin ma façon d'essayer de classifier comme ça les grandes composantes du conflit en dépassant simplement les vestiges de champs de bataille. Le champ de bataille, c'est quoi? Une guerre, c'est une guerre totale, c'est quoi? C'est pas seulement un affrontement sur le champ de bataille avec des blindés, des avions, etc. C'est en arrière-plan, et c'est peut-être avant tout, des économies en guerre, des systèmes idéologiques, des sociétés qui sont complètement bouleversées, qui produisent d'ailleurs des monstres,
qui enfantent des monstres, avec une résolution qui est celle de la guerre sur le terrain, mais en fait qui n'est quelque part qu'une résolution, c'est-à-dire une composante du conflit. Ça, tous les historiens le savent bien. En archéologie, je pense que c'était un cheminement qu'il était important pour nous de faire et de coucher noir sur blanc. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce côté manifeste parce que on parlait du béton et de l'acier. Ouais, mais bien sûr, c'est là. C'est là, on le voit. On peut même visiter. Hein. C'est même pas payant. Hein. Des blocos qui sont là. On peut rentrer dedans. Ça sent un peu le pipi souvent. C'est le problème. Entre autres. Entre autres. C'est vrai que c'est une mode qui comporte aussi ses dangers, qu'on connaît tous, bien sûr. Faut pas oublier qu'il y a eu aussi en arrière-plan ce qu'on appelait la bunker archéologie dans les années 70 avec l'architecte Paul Virilio, etc. C'est-à-dire une mode du bunker, une esthétique du bunker, avec des gens tout à fait conscients, bien sûr, des arrière-plans historiques, mais qui ont regardé ces architectures pour ce qu'elles étaient dans le présent. Non pas comme des vestiges, mais pour des réalisations matérielles avec une esthétique particulière, une symbolique un peu dénaturée, il faut bien le dire, mais très intéressante aujourd'hui dans la mesure où, en tout cas au regard d'architecte, ce sont des ouvrages assez souvent encombrants, pour lesquels il y a une certaine appétence aujourd'hui aussi, je parlais du tourisme, voilà, et qu'on peut donc réintégrer dans un paysage d'aujourd'hui avec d'autres formes, une manière de les utiliser, mais aussi de les conserver, par exemple en installant un bar, un gîte, en en faisant une partie résidentielle. Le bunker, on en voit un certain nombre sur la côte, tout le mur de l'Atlantique et au-delà. Bref, ce sont quand même des formes intéressantes de digestion de ces vestiges, mais qui présentent malgré tout, je trouve, l'inconvénient de les détacher de leur fonction initiale et les détacher aussi des systèmes qui les ont produits, qui sont des systèmes historiquement lourds. On parle là de travail forcé, on parle même d'esclavage contemporain. Je pense qu'il est important de le rappeler systématiquement, même si pour le bien de cette conservation, un certain nombre de bunkers, pourquoi pas, peuvent devenir des annexes de maisons, des piscines et que sais-je. Oui, bien sûr, non, mais c'est tout à fait ça, parce que c'est une histoire. C'est une histoire qui se construit sans cesse, c'est un dialogue avec le présent, le passé. Le présent ne nécessite pas sans cesse de rappeler toute une mémoire. Enfin, sinon, on ne vit plus dans le présent. Tout à fait. On peut installer son jacuzzi dans un bunker sans pour autant oublier qu'il s'agit bien d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un ouvrage construit de force par des populations réduites en esclavage sous l'occupation par une dictature. Puis on peut pas l'enlever. C'est tellement, ils n'y arrivent pas. Enfin, c'est tellement compliqué. Alors ça se fait quand même, mais ça nécessite des moyens qui cher, souvent sont un peu trop jugés, un peu trop importants par les propriétaires. Voilà. Et puis cette actualité culturelle des vestiges de guerre, elle fait tache d'huile. Et beaucoup de propriétaires aujourd'hui prennent conscience de l'intérêt. Alors ça peut se limiter à une certaine forme de curiosité, un orgueil un peu mal placé, etc. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, j'en ai rencontré, sont aujourd'hui davantage soucieux de préserver, de restaurer, en tout cas de ne pas endommager ce qu'ils considèrent comme tout simplement une propriété, comme ce serait un château, un manoir, etc., qui en elle-même comporte une certaine valeur liée à l'histoire, liée au passé. Oui, c'est pour ça que l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale est vraiment passionnante et perturbante au sens où, pour un passé lointain, la question ne se pose même pas de la valeur historique, alors que là, ça se pose, on le sent bien, parce que c'est notre contemporain. Vous avez un exemple, béton et acier? Oui, alors, l'un des exemples les plus massifs, parce que je parle de méga structures de béton et d'acier, ouais, j'ai vraiment insisté sur le sujet, ce sont, entre autres, ces immenses bases de sous-marins bétonnés du mur de l'Atlantique. On en possède plusieurs en France, il n'y en a pas qu'en France, il y en a sur l'ensemble du théâtre d'opération. Certaines, aujourd'hui, appartiennent à des collectivités, d'autres à des privés. Sur cette image, il s'agit d'une alvéole donc pour un sous-marin, un U-boot, de la base de La Palisse, près de La Rochelle, qui est assez difficile à visiter aujourd'hui. Bon, ce sont des sites
aussi relativement dangereux, bien sûr, dont les propriétaires, ceci dit, prennent conscience de la valeur historique, qui ne sont pas, pour la plupart en tout cas, intégralement étudiés archéologiquement parlant. Ils recèlent encore un certain nombre sinon de secrets, en tout cas de caractéristiques qui mériteraient davantage d'être enregistrées, qui sont très bien conservés. Bon, il faut dire aussi qu'il s'agit d'ouvrages extrêmement massifs, donc résistants. Ils ne seront pas éternels pour autant, hein, bien évidemment. L'un des exemples les plus frappants en France, c'est celui d'une autre base du même type, codée Marta, la base Marta, dans le port de Marseille, qui abrite un data center, donc une propriété privée aujourd'hui, un gigantesque, en gros une boîte à chaussures gigantesque en béton, formée d'alvéoles à bunker, dans laquelle ont été mises au jour et recensées, en l'occurrence, et publié sous forme d'un ouvrage qui est déjà épuisé par le propriétaire, des fresques laissées après-guerre alors juste à l'issue de la libération de la Provence, par des prisonniers allemands retenus prisonniers par les Américains dans ces bâtiments et qui ont tracé des fresques. Alors certaines revêtent un intérêt artistique assez évident, avec des scènes du baron de Munchausen, des scènes du Tyrolienne, etc. Enfin, ce sont des éléments de patrimoine qui aujourd'hui vont être conservés grâce au réaménagement en data center de ce site qui jusqu'alors était connu seulement d'une poignée d'indigènes passionnés, mais en tout cas très mal protégés. À Bordeaux, c'est devenu de l'art contemporain. Voilà. On a des choses qui c'est passionnant aussi parce que avant de devenir, comme à Bordeaux, un centre d'art contemporain avec des expositions, et c'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'il y a l'eau et il y a le reflet, c'est merveilleux. Avant de devenir ça, il faut savoir ce que c'est en fait. C'est-à-dire que on va changer le statut même de ce lieu, cet espace, mais il faut le connaître pour pouvoir le changer. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec des bunkers plus modestes qui se trouvent dans des propriétés, au bord de la mer ou autres. On a affaire ici à des éléments architecturaux qui sont tellement encombrants qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc l'un des choix, notamment celui fait à Bordeaux, et qui se justifie parfaitement en termes de financement, d'exploitation, etc., c'est de les réaffecter à d'autres usages qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais il convient, et ça c'est quelque chose que je tenais à rappeler, je ne suis pas le seul, hein. Bien sûr, il y a déjà des cris d'alerte qui ont été formulés à ce sujet-là par un certain nombre d'acteurs du patrimoine. Il convient quand même de bien garder en mémoire qu'à l'origine, ces structures sont des structures de guerre et qu'elles ont été construites par des contingents de travailleurs forcés de plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas gardé un très bon souvenir de l'événement, c'est le moins qu'on puisse en dire. Ouais, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que cette mémoire-là, elle est prégnante dans toutes les régions où on parlait du mur de l'Atlantique. Ça fait partie dans toutes les familles. Il y a une histoire, on sait qui s'est enrichi dans le coin, voilà, grâce à ça. Vous, Vincent Carpentier, vous êtes archéologue. C'est l'INRAP, l'archéologie préventive. La question se pose sur le statut de ces fouilles. Par exemple, là, quand c'était un blocos, enfin, la notion de préventif, c'est pas ça. C'est pas là maintenant. Il y a plusieurs statuts, plusieurs modes opératoires pour étudier tout ce dont on parle. Bien sûr, j'ai envie de parler d'un arsenal de méthodes et de réglementation. Bon, en gros, il y a deux façons d'opérer, en gros, hein, pour résumer, en France. C'est pas le cas, je le rappelle à plusieurs reprises dans le livre, c'est pas le cas, bien sûr, partout, y compris en Europe, où les statuts et réglementations, les moyens, etc., sont très différents. En France, on a affaire à deux grandes sphères de recherche en archéologie aujourd'hui, définies par le cadre réglementaire, qui sont d'une part l'archéologie dite préventive, on l'a appelée de sauvetage, etc., bon, qui intervient lors de la destruction du patrimoine par l'aménagement, avec un arbitre qui est l'État. L'État prescrit ou non un certain nombre de vestiges en fonction de leur intérêt après détection. Et ces vestiges donnent, lorsqu'ils sont intéressants, lieu à des fouilles avant de laisser place à l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est l'une des missions premières, notamment de l'institut auquel j'appartiens, de l'INRAP, en termes de fouilles archéologiques. Ça représente un volume considérable depuis une bonne trentaine d'années et un peu plus aujourd'hui d'opérations et de données dont beaucoup ont surgi tout simplement dans notre panel de connaissances et pour toute période. Et puis le deuxième volet d'intervention réglementaire, c'est ce qu'on appelle l'archéologie programmée.
alors qu'elle est beaucoup plus ancienne dans sa conception, puisqu'elle est héritière des recherches de nos antiquaires, de savants du 19e siècle, etc., qui ont les premiers organisé des fouilles sur un certain nombre de sites avec des méthodes de plus en plus rigoureuses, une attention particulière à la préservation des mobiliers, etc., la comparaison des sites entre eux. Bref, cette archéologie, elle fonctionne avec des canaux de financement qui sont distincts en fonction de programmes prédéfinis et non pas de découvertes fortuites lors des campagnes de détection qu'on appelle les diagnostics. Les deux canaux d'information, les deux canaux de la pratique archéologique sont tous les deux aussi intéressants l'un que l'autre en ce qui concerne l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que une base de sous-marins comme celle de la Pallice, à moins qu'elle soit intégralement détruite subitement, etc., ne donnera pas forcément lieu à des interventions en archéologie préventive. En revanche, un propriétaire privé, ça peut être le cas comme à Martha sur les fresques, etc., peut très bien décider, lors d'un aménagement, de lancer des campagnes de prospection, y compris d'ailleurs pour en produire par la suite publication, exposition, etc., de manière à sauvegarder ce patrimoine. Donc c'est pourquoi sont privés. C'est quelque chose de tout à fait appréciable aujourd'hui qu'il faut encourager. Oui, il faut encourager. Et puis, c'est toujours ce partage en commun de notre histoire, hein. Enfin, c'est ça, nous fouillons, c'est votre histoire. Voilà. Ça, c'est l'INRAF. Et puis, on parle des blocos qui sentent le pipi, mais, ou pas que, enfin, réappropriés, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a d'autres exemples que vous avez d'histoire même, parce que c'est ça qui est très fort dans cette histoire. Il y a le moment de la Seconde Guerre mondiale où il y a quelque chose, et puis il y a une histoire derrière. Tout à fait. C'est certains de ces vestiges, pas forcément ces méga structures que j'évoquais tout à l'heure, certains de ces vestiges plus fragiles, comme cette hutte Quonset, ce sont des huttes modulaires en tôle métallique, donc celle-ci de production américaine, ont connu une longue histoire pendant et après la guerre, en particulier dans des zones où les matériaux ont longtemps fait défaut, où les conditions climatiques comme l'Alaska ou autres nécessitaient de récupérer beaucoup ce matériel. Cette hutte, par exemple, aujourd'hui en Floride, c'est un local sportif. Elle date bien de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été apportée par l'armée américaine et elle a été réutilisée. Alors, dans un certain nombre de régions du monde, du Commonwealth en particulier, on va retrouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, je vous disais aux Aleutiennes, etc., un certain nombre de ces huttes modulaires qui sont aujourd'hui utilisées à différents usages. Mais en général, aujourd'hui, des usages plutôt d'urgence, relogement de sans-abri, etc., y compris d'ailleurs d'immigrés illégaux dans un certain nombre de cas. Enfin bref, elles sont réutilisées. Et puis, on en trouve aussi, par exemple, à travers toute la Grande-Bretagne, dans les jardins, ces abris contre les bombardements, plus ou moins efficaces d'ailleurs, mais qui sont aujourd'hui des huttes de jardiniers. Alors, on trouve les citrouilles autour. Ça va servir de niche pour le chien, de remise à outils et tutti quanti. On en trouve quelques-unes en France encore. Ça devient, ceci dit, de plus en plus rare, puisque bien évidemment, ce sont des matériaux, encore une fois, qui ne sont pas éternels, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, et puis qui s'érodent et qui disparaissent au fil du temps. Là, il y a une histoire nationale, enfin transnationale à écrire. Il y a des différences. Est-ce que l'archéologie permet de voir, selon les lieux, et puis alors comme avec vous, on traverse le monde entier, c'est plutôt pratique, des différences? On parle du mur de l'Atlantique, mais cette notion de mur de l'Atlantique, c'est très vaste aussi, ou de voir ce qui s'est fait de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, ou même jusqu'en Australie. Tout à fait, et c'était l'un des objectifs que je me suis fixé pour ce livre, c'est de réunir la documentation à l'échelle internationale et de montrer sa disparité aussi. Même si en France on dispose d'une organisation territoriale de l'archéologie qui nous permet d'aller assez loin, alors en France et à l'outre-mer, hein, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire, on a également affaire, pour autant, dans d'autres pays, je pense au Royaume-Uni, à des dossiers archéologiques, des dossiers documentaires concernant les conflits mondiaux, la Seconde Guerre mondiale, extrêmement bien fournis, en dépit d'un système de fou qui est globalement moins performant, tout le monde s'accordera à le reconnaître aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, étaient mis en place, à partir des années 80, d'énormes programmes de prospection diachronique, et parmi ces énormes programmes de prospection, les surveys ont été également pris en compte les vestiges de la Seconde Guerre mondiale, sachant, comme on le sait tous, que le Royaume-Uni a été une plateforme logistique
surpeuplée à l'extrême, enfin qui a accueilli vraiment toutes les forces militaires des contingents alliés avant le débarquement, qui a également subi eh bien, la guerre à travers la Manche, qui a contribué à la bataille atlantique, enfin, etc., etc. Donc les vestiges, ils sont extrêmement nombreux. Certaines zones sont exhaustivement cartographiées, mémorialisées aujourd'hui et très bien connues. Et je pense que ce sont aussi des programmes de prospection publique dont on pourrait s'inspirer, au moins dans certaines régions, aussi en France aujourd'hui. Et c'est en particulier d'ailleurs sur ce modèle qu'a été constitué le projet de recensement des vestiges de guerre appartenant entre autres au mur de l'Atlantique. Parce que dans cette histoire-là, c'est vrai que tout ce qui vaut pour la guerre n'est plus utile après la guerre, en toute logique. Le pays, vainqueur ou vaincu d'ailleurs, s'il n'y a plus la guerre et c'est la paix, bah, doit enlever tout ça. Il n'y en a plus besoin. En quoi l'archéologie peut aider à comprendre bah, ce qui a été enlevé, ce qui ne reste plus, et que ce soit au Royaume-Uni, mais même en Allemagne et évidemment aussi en France, dire ah bah tiens, grâce à l'archéologie, là on arrive à saisir ce qui s'était passé ici. Oui, alors l'archéologie ne dit pas tout, malheureusement. Moi j'y croyais. Hein. J'aimerais bien vous dire ça, mais il y a quand même des limites à l'exercice. Alors il faut aller voir dans ces cas-là un petit peu plus loin. Bon, mais c'est là que l'interdisciplinarité intervient et aussi la variété des sources, leur richesse. Les clichés, les archives, etc. nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et il est hors de question, bien sûr, d'interpréter un site, un ensemble de vestiges, un site archéologique, sans aller vérifier s'il n'existe pas une documentation qui permettent d'aller un petit peu au-delà des traces qu'on a observées. Ça peut même d'ailleurs nous permettre non seulement d'élargir le spectre un peu de la réflexion, mais également de questionner de manière beaucoup plus appropriée ou de remettre en cause un certain nombre d'impressions qui, de prime abord, nous paraissent valides, mais qui méritent d'être interrogées davantage. Donc c'est un exercice qui nous pousse un peu dans nos retranchements et qui nous oblige, bien évidemment, à nous tourner vers l'histoire au sens large, et c'est ce qui le rend passionnant. Oui, parce que c'est passionnant. Et puis j'imagine bien que au moment de fouiller, il y a une roche ici. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ces sillons? Seraient-ce utilisés pour faire de la pierre polie? Ah non, en fait, c'était une mitraillette allemande qui a été posée là et qui a abîmé le sol, quoi. Effectivement, et on a affaire à des formes de perturbation ou même de pollution, puisque quand on parle d'explosifs, on a vraiment affaire à des pollutions, y compris au fond des océans, des pollutions aux hydrocarbures. Donc ça va devenir un problème, c'est déjà un problème très très sérieux, sur lequel d'ailleurs se sont penchés des journalistes de très près, avec d'excellents documentaires. Ça nécessite des sommes absolument considérables. Les États, avec toute la législation qui tourne autour des épaves de guerre, se renvoient la balle. Enfin, comme on a pu le voir dans ces documentaires très bien réalisés. Toute cette pollution au sens large nécessite quand même qu'on soit un peu raisonnable et qu'on la fasse disparaître, bien évidemment. Ouais. Mais ce qui est un peu obsédant pour les archéologues, c'est de conserver des traces. Ouais, Des les traces traces. d'archives, des traces écrites. Les explosifs eux-mêmes, je pense aux bombardements par exemple, je vais revenir à ma chère Normandie, les bombardements gigantesques pour le dégagement de Caen, qui sont quand même parmi les plus importants de toute la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements aériens ont laissé des traces dans le paysage, bien sûr sous forme de cratères, etc., qui ne sont pas évidentes aujourd'hui, mais avec un peu d'exercice, on en observe encore les conséquences. Et puis surtout des éclats, vous en parliez tout à l'heure, des éclats d'obus omniprésents. J'ai regardé à peu près dans certains secteurs de fouilles au sud-est de Caen, on a affaire à un éclat d'obus assez important, hein, des gros éclats de bombes aériennes tous les 30 cm. Ah oui. Sur des hectares à des hectares à des hectares. Bon, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de relever tous les éclats d'obus. Ce serait parfaitement idiot, clairement. Il ne s'agit pas non plus de confirmer la réalité de ces bombardements, puisqu'on sait qu'ils existent. Donc, souvent, c'est ce qu'on nous reproche, mais ce n'est pas du tout le but de l'archéologie. Le but, c'est de constater que ce paysage est pollué et de savoir un peu aujourd'hui dans quelle mesure ça fait partie aujourd'hui de cette histoire, de ce patrimoine, de ce rapport que nous avons aussi à nos territoires. Et ces territoires sont scarifiés, profondément marqués par la guerre. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'en avoir pleinement conscience. Le mur de l'Atlantique, les mégastructures, des structures plus petites comme celles qu'on voit là. Et puis après, dans l'archéologie, il y a la découverte aussi de la trace. Et ça, c'est très important. Parce que là, on touche aussi à l'émotion. Toujours en relation pour l'historien à ce qu'est le témoignage. Il y a quelque chose de fort. Et il y a ça. Vous trouvez des éléments. Voilà, ça, c'est la trace. Alors effectivement, en termes de traces, un exemple,
je parlais en préambule de l'existence aussi de sites qui sont des unicums, c'est-à-dire dont on ne connaît pas d'équivalent, en tout cas très peu, en termes archéologiques, en termes de conservation. Un exemple ici qui nous montre ces vestiges donc j'appelle ça des paillasses, moi, parce que ça me fait penser à ce terme un peu, c'est des conditions de vie extrêmement rudimentaires, de réfugiés sur les bombardements, donc toujours ce secteur de Caen que j'évoquais tout à l'heure, en souterrain. Ils sont réfugiés dans des carrières souterraines utilisées en l'occurrence par des brasseurs, mais bon, qui n'étaient plus utilisés comme carrière, étaient voués à d'autres activités. Bon, les gens se sont réfugiés sous terre. Voilà, tout simplement parce que c'est l'exode, il faut fuir, les bombardements sont tellement spectaculaires, les destructions tellement massives, de toute façon les gens sont commotionnés, ça peut aller, donc ils emportent un stock de chaussures, une couverture, etc. Enfin, c'est des images qu'on connaît bien, en particulier en France, et qui ont profondément marqué les mémoires des familles, etc. Et un certain nombre d'entre eux viennent se terrer sous terre, et cette carrière, parce que c'est pas la seule qui a été utilisée de cette manière-là, a conservé, parce qu'elle a été fermée très rapidement après-guerre, a conservé les vestiges intacts au sol qui jonchent l'ensemble de tout un secteur de la carrière, bien de la présence de ces réfugiés. Alors c'est une découverte exceptionnelle qui a été faite par des spéléologues amateurs. Bon, l'un d'entre eux est un archéologue chevronné, mais spécialisé dans l'étude des carrières. Vous voyez que tout mène à la Seconde Guerre mondiale. Et qui ont fait l'objet récemment, sous la direction d'un de mes collègues, Cyril Marsili, d'un programme de relevé intégral à partir de technologies laser, etc., de manière à en réaliser un modèle virtuel pour permettre aux gens de visiter cette carrière sans y descendre. C'est un peu le petit Lascaux de la bataille de Caen, j'ai envie de dire. L'idée, elle est très noble, c'est de conserver ces vestiges uniques le plus longtemps possible. Bon, le simple fait d'aller d'ailleurs y respirer pendant un certain nombre de campagnes, on a pu l'observer, nous, a affecté la conservation. Beaucoup de matériaux organiques, du bois, etc. Ces matériaux sont déjà affectés par les travaux, donc on y va le moins possible. Mais bon, c'est aussi passionnant, cette archéologie d'un site qu'on veut conserver. Je trouve que c'est une démarche extrêmement moderne qui se rapproche de ce qu'on connaît mieux pour des vestiges beaucoup plus anciens, et puis qui pose aussi le problème du rapport qu'on peut avoir nous-mêmes avec ces vestiges uniques. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les met en valeur? Comment est-ce qu'on les interroge? On a affaire aujourd'hui à finalement une documentation qui est presque entièrement numérique, sous forme de photographie, de base de données, d'enregistrement de fichiers, ce modèle virtuel qui peut être confronté à des témoignages qu'on a recueillis auprès d'un certain nombre de gens qui ont vécu dans ces carrières. Ces témoignages sont écrits, ils sont aussi des fichiers numériques. Et pour la première fois, on va voir de jeunes étudiants se lancer dans leur interprétation. Donc on va voir ce qu'il en sortira. Mais les problématiques qu'ils souhaitent développer sont tout à fait originales et très novatrices. Par exemple, la place des femmes dans ces refuges, donc en rapport avec la vie quotidienne, sous l'occupation, etc. Mais ce sont vraiment des thématiques de pointe, d'actualité, et qu'il est absolument passionnant de pouvoir aborder par le biais de ces vestiges archéologiques. Et là, c'est la défense passive, ce sont les civils sous les bombes, mais l'archéologie aide aussi à comprendre la vie quotidienne des soldats. Et c'est vrai qu'il y a les troupes et l'alcool. Ça, c'est un truc, moi je lis ça, les troupes et l'alcool, et je me dis, mais oui, effectivement, comment va-t-on apprendre des choses sur ce que consommaient les soldats pendant... parce qu'il faut rappeler, faire la guerre, c'est aussi savoir attendre des heures et des heures d'attente. Et on apprend ce qu'ils consommaient. Oui, alors encore une fois, en gardant en mémoire que une partie nous est rendue visible par le fait qu'on retrouve les contenants, les bouteilles. Voilà. C'est une archéologie des poubelles, il faut bien le reconnaître. Donc encore une fois, ce jugement de valeur sur le vestige, bon, on n'a pas affaire ici à des trésors. On n'est pas dans un univers très valorisé en termes ni de matériaux, ni même d'interprétation. Mais cette archéologie des poubelles, elle hérite elle-même d'une longue histoire en archéologie à travers le monde. Je pense à cette garbologie américaine des années 70 qui émane à cette époque. Alors ça a un côté évidemment un peu provocateur, puisque c'est appliqué à une lecture de la société d'aujourd'hui aux États-Unis, avec
vérification d'un certain nombre de postulats, mais elle émane de spécialistes des cultures amérindiennes qui fouillent déjà des poubelles, tout simplement, donc qui essaient d'appliquer un peu cette manière de faire à leur environnement immédiat, à comprendre ce qui se passe. Bon, toute proportion gardée, c'est un exercice auquel j'ai commencé à me livrer pour ces poubelles de soldats, et c'est pas sans surprise. Et parmi les thèmes révélés, alors on voit pas tout, hein, les matières organiques ont presque intégralement disparu, par exemple, hein, donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais parmi ce qui est préservé, on va trouver beaucoup de bouteilles, et notamment des contenants alcooliques, et ce qui m'a assez rapidement frappé, c'est les différences observées dans les assemblages. C'est quelque chose aussi qui nous est très familier en méthode archéologique, entre les différentes nationalités des troupes au front, sur un même front, celui de Normandie. On va voir des assemblages différents pour les troupes allemandes, pour les troupes du Commonwealth, ou pour les troupes américaines, et ainsi de suite, avec peut-être un certain nombre d'enseignements en tirés en rapport avec ce qu'on sait, grâce aux historiens, de l'impact de l'alcool sur ce comportement des troupes au combat, leur rapport avec les civils, etc. Donc c'est un sujet encore très neuf. Il me reste à écrire cet article voilà, c'est ça. qui est en cours, mais qui était complètement inattendu au départ. Et je pense que, pour l'avoir d'ailleurs amplement discuté jusqu'ici, c'est également une dimension intéressante pour le premier conflit mondial. On connaît bien l'histoire du pinard dans les tranchées, etc. Mais l'alcool a sa place dans l'histoire alimentaire de ces conflits. Et ce sont des sujets, j'ai aussi pu le constater, qui intéressent beaucoup les historiens, parce que ça apporte un peu d'eau à leur moulin dans un champ de recherche qui n'est pas hyper documenté. Donc, ça apporte un peu d'alcool. Si je peux dire, oui. Vincent Carpentier, vous savez, moi je regarde beaucoup le site de l'INRAP. L'INRAP, c'est juste, c'est merveilleux, parce que vous savez, sur les sites, j'avoue, c'est des dossiers, c'est très simple. Il y a le titre, on sait où on est, tac, vous voyez, puis il y a toutes les photos. Et du néolithique, tout le temps. Il y a avec vous, on a vu le mur de l'Atlantique, on a vu ces constructions là, on a quelque chose des civils sous les bombes. Et c'est vrai que sur le site, bien souvent, on a la photo qui, pour moi, est un peu essentielle. C'est la tombe vue de haut. Donc pour l'instant, on y a échappé, et elle est là. Et non, mais c'est vrai que ça, c'est de l'image de l'archéologie. Telle que moi je me la représente aussi, parce que c'est la fouille, c'est on voit le travail qui a été fait. Qu'est-ce que peut apprendre l'archéologue ici, mais on le sait bien à quel point c'est important, sur les corps des soldats, comme vous l'avez intitulé, pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. En quoi, là, la démarche est tout autant pertinente? Alors, ce qui est frappant, bien sûr, c'est la découverte en soi, l'acte de fouille. C'est aussi tout simplement qu'on a affaire, et ça crève les yeux, à nous-mêmes, un être humain qui est mort. Voilà, là, d'une mort violente, et puis dont la dépouille a été oubliée sur le champ de bataille, tout simplement parce qu'il s'agit d'un Allemand. Sur le même site de la Côte 112, l'une des boucheries les plus célèbres de la bataille de Normandie, on retrouve aussi des restes de soldats anglais. Bon, ils sont morts aussi dans des conditions épouvantables, mais leurs corps ont été relevés. Pourquoi? Parce que le vainqueur, il relève ses corps, et puis il les enregistre, et il a le temps de le faire, l'opportunité, ce qui n'a pas été le cas pour ces soldats allemands. Alors, bon, on n'est pas ici dans une approche romantique du problème, on le sait bien que ces soldats sont morts. Mais ce sont des individus qui comptent, bien sûr, en tant que tels, donc, et puis qui ont des familles, qui ont des héritiers. Aujourd'hui, on a besoin, je pense, de faire ce travail-là. On les découvre où? Sur un site gaulois. La prescription porte sur un site gaulois. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc on part là-bas avec armes et bagages, et puis ma collègue, en l'occurrence, qui s'occupe de ce site, fait son travail, décape tout ça, et paf, au milieu de son site gaulois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. On va pas le laisser là, ce type-là. Alors, on n'est pas non plus chargés d'une mission, on n'est pas les seuls, bien sûr. Il existe des commissions chargées du relèvement des corps par nation. Ça s'est organisé, ça, dès le sortir de la guerre. Donc on contacte les représentants de ces commissions, mais ce qui est un peu nouveau, c'est que depuis que nous-mêmes nous y intéressons d'un peu plus près, parce que ce n'est pas les premiers qu'on trouve, on n'en trouve pas très souvent, mais
c'est régulier. Depuis que nous-mêmes nous nous y intéressons et que nous communiquons sur ce sujet-là, eh bien ces commissions travaillent bien naturellement avec nous. Voilà. Et donc ce sont des vestiges de guerre qu'on peut enregistrer, on peut observer un certain nombre d'éléments. Par exemple, c'est ce jeune homme, ce très jeune homme, porte des chaussures qu'on voit bien au premier plan, là, des chaussures de montagne qui sont issues des stocks de l'armée française. Donc on a affaire ici à un témoin, bon, très anecdotique sans doute, mais un témoin quand même des pénuries de matériel à la fin du conflit dans l'armée allemande. Il avait un bras quasiment déchiré, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est mort avant d'avoir été jeté dans cette fosse. Donc il ne s'agit pas, comme on a pu d'ailleurs dans un tout premier temps se l'imaginer, peut-être d'un soldat qui aurait été abattu et jeté comme ça. Non, il est mort au combat. Bon, on l'a acheté dans ce qu'on appelle une sépulture provisoire, et c'est du provisoire qui a duré en l'occurrence. On retrouve généralement ces soldats avec leur équipement, là c'est le cas. Bon, tout ce qui est tissu, tout ça a disparu, et puis également avec des moyens d'identité, les fameuses plaques que portaient les soldats. Donc les commissions en question, à l'issue de cette fouille archéologique, récupèrent ces moyens d'identité, récupèrent les restes, et cette information est restituée aux États et aux familles en arrière-plan. Avec, alors ce ne sera vraisemblablement pas le cas ici, parce que en fonction des différentes nationalités, les traditions sont différentes. Hein, le rapport à ces morts. Donc les Allemands, généralement, laissent ces vétérans disparus, en tout cas leurs dépouilles, hein, leurs restes, dans des grands cimetières mémoriaux comme le Mont-Ormel, etc., en Normandie, la Cambre. Mais dans un certain nombre de cas, je pense en particulier des Américains ou des Canadiens qui ont une autre lecture de ces restes, on a affaire à des demandes de rapatriement, y compris très onéreuses, avec des identifications, ils font intervenir la génétique, etc. Enfin, en arrière-plan, il se passe des choses. Ouais. Il se passe des choses aujourd'hui vis-à-vis de ces vestiges. Donc je vois aucune raison pour que les archéologues se privent de faire leur travail aussi, et de non pas se contenter seulement de dépolluer et d'appeler le déminage, mais aussi assumer le fait qu'il faut travailler avec ces commissions de relèvement et participer tout simplement à cette résilience vis-à-vis du conflit. Et puis, c'est un travail avec la mémoire actuelle, au sens où les gens du coin normand que je suis se souvenaient. On a enterré des Allemands dans ce champ. Et personne n'a été revoir depuis, parce qu'ils sont enterrés là, et ça intéresse personne d'aller regarder s'ils sont toujours là. Vous avez tout à fait raison, et ça a donné lieu d'ailleurs dans un certain nombre de cas plus ou moins regrettables. En tout cas, ça émaille les presses locales dans ces régions. C'est pas la seule. Hein. Des campagnes de fouilles entre guillemets à la sauvage pour aller récupérer. Bon, puis ça dégénère plus ou moins. Les corps, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Voilà, donc il vaut mieux tout simplement encadrer tout ça et le faire correctement. Et c'est aussi le cas pour des avions en Normandie, des avions qu'on a vu s'écraser, on ne savait plus où ils étaient. C'est un truc d'ailleurs qui est compliqué à savoir, parce que l'avion, l'épave elle-même, ça fait partie de cette histoire-là. Vous avez tout à fait raison. Alors des avions qui sont bien souvent des sépultures de guerre, et pas seulement en Normandie, bien évidemment. Ça vaut pour les bateaux, des tanks, etc. Certaines sont aujourd'hui mémorialisées. Cette épave de zéro écrasée dans la jungle se trouve dans le vaste musée à ciel ouvert de l'île de Peleliu, donc sur le théâtre du Pacifique, une île qui a été entièrement inventoriée. Donc je parlais tout à l'heure des grands surveys en Grande-Bretagne. On a affaire au même type de programme monté par les Américains sur le théâtre du Pacifique, donc pour eux un théâtre extérieur extrêmement lourd, avec également des attentes très très fortes du public, parce que beaucoup de familles ont été marquées, parce qu'il y a tout un imaginaire, etc. Enfin bref, pour des raisons encore très prégnantes aujourd'hui. Et donc ce zéro est une épave, alors avec évidemment un aspect esthétique, symbolique, etc., qui est complètement assumé hein, dans le cadre de ces musées, mais qui montre bien qu'on a affaire à des formes, non seulement, je le disais tout à l'heure, de pollution, mais également de formes de vestiges dignes, pour certains en tout cas, d'être conservés, mémorialisés, pour montrer ce qu'est la guerre dans ses aspects les plus violents. Et puis également dans ses aspects technologiques, puisque, comme on le sait, sur ce théâtre du Pacifique, l'aéronaval a joué un rôle absolument fondamental. Donc il est évident, dans le cadre d'un musée, pour une bonne pédagogie, que le fait d'en montrer au public, d'en conserver, participe pleinement de l'explication de ce qu'a été ce conflit. Et ici, quelle est l'intervention de l'archéologue au moment de réfléchir à l'épave? L'épave, s'il faut la laisser comme relique, compliqué de savoir quelle intervention opérer.
Alors, l'épave, qu'elle soit, dont je le disais, terrestre, subaquatique, etc., comme ici en Normandie, non loin du site du Mulberry Bay d'Arromanches, l'épave d'abord. Les épaves qui restent, parce que les épaves sont aussi pillées, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, certaines d'entre elles l'ont été et le sont probablement encore en dehors de nos eaux. Aujourd'hui, elles sont davantage protégées. L'épave, c'est un vestige qu'on maintient, en l'occurrence lorsqu'il est sous-marin, qu'on maintient en place, ce qui n'empêche pas de l'étudier, de le photographier, de l'archiver, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un vestige qui est aussi mémorialisé, qui participe de la nature même du site dans lequel elle se trouve. D'ailleurs, ce sont des épaves. Bon, en l'occurrence, c'est un navire qui a coulé après une explosion, mais on peut aussi avoir affaire, dans le cas de la bataille de Normandie, des épaves comme les block ships qui ont été délibérément coulés sur place pour former des brise-lames, etc. Donc, a priori, il n'existe pas de justification, en tout cas pas de raison d'aller les retirer de ce contexte auquel elles appartiennent pleinement aujourd'hui. Puis ce sont des abris pour les poissons, tout simplement, dans un certain nombre de cas, et aussi des sépultures de guerre pour les épaves profondes, par exemple du Pacifique, qui sont pillées par des pays d'Extrême-Orient, qu'on rechigne toujours à citer, mais on sait très bien qu'en gros c'est la Chine qui organise ces récupérations de métaux rares, etc., à grande profondeur. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment aux États-Unis, ce qui n'arrange pas les relations internationales, puisque ces épaves ont coulé avec tout leur équipage. Ah oui, donc sépulture. Dans cette histoire-là, ce que nous évoquons, il y a beaucoup, pour les épaves, enfin tout cela, c'est la zone de combat. Mais le regard à porter sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas simplement les zones de combat. Parce que c'est une guerre totale, et vous le répétez sans arrêt, et avec raison. C'est que l'ensemble doit être pris en compte. Avec ce paradoxe que parfois, ce qu'il reste, c'est ce qui a été détruit, au sens où la disparition elle-même est une relique. Tout à fait. En ce qui concerne ce second conflit mondial en particulier, on a affaire à je le disais en préambule, des dimensions politiques, sociologiques, économiques, de masse, qui sont tout à fait d'une importance tout à fait considérable dans l'analyse même du conflit. Donc il ne s'agit pas d'analyser seulement des vestiges qui soient liés aux affrontements, mais également d'analyser des vestiges indirectement liés à la guerre totale, et en particulier à des vestiges de destruction. Parce qu'avant d'étudier, comme cela a été beaucoup en Normandie, la reconstruction, ces formes d'architecture qu'on donnait par exemple ces églises assez particulières aujourd'hui, le Havre a été classé au patrimoine mondial de l'humanité, par exemple l'église Saint-Joseph, avec des technologies particulières, mais tout ça en fait n'est qu'une conséquence indirecte de la destruction massive de la ville, tout simplement parce que les Alliés souhaitaient en finir avec cette Normandie qui leur a coûté déjà très cher. Il faut bien le rappeler. Bon, ça vaut aussi pour d'autres théâtres d'opération, bien sûr, sur l'ensemble du conflit. Alors, sur cette image, j'ai voulu opposer une image d'archive de destruction qui est celle en haut du palais Lubomirski à Varsovie, une ville qui a été complètement reconstituée après avoir été rasée, presque in extenso, reconstituée avec la contribution active d'architectes, d'archéologues, etc., à partir de plans anciens, enfin d'un travail de documentation absolument extraordinaire aujourd'hui, ce qui donne d'ailleurs vraiment une configuration de ville-musée complète à Varsovie, mais avec donc ces destructions en arrière-plan et puis ces pertes humaines absolument considérables. Et puis sur la photo du bas, une autre forme de mémorialisation des ruines. J'ai même évoqué dans le livre des béances, c'est-à-dire des vides complets laissés par le conflit, comme à Hiroshima, où subsiste un seul grand édifice historique, c'est-à-dire antérieur à la guerre, qui est devenu le mémorial pour la paix d'Hiroshima, de Genbaku, le symbole de ce qu'il ne faut pas faire, clairement. Mais bon, aujourd'hui, l'actualité nous montre que ce symbole n'est pas tout à fait inutile non plus. Non, Il se mais dresse un peu comme un rappel. on peut le dire et on peut l'évoquer tout de suite. Dans la réflexion que vous avez sur votre démarche, parce que c'est pour la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, qu'on l'évoque, l'actualité, la proximité d'autres conflits fait réfléchir même à ce qui se passe actuellement, au sens où ce que vous voyez, ce que nous voyons actuellement, pensons évidemment à l'Ukraine et à l'agression russe, euh, ça fait réfléchir à la trace laissée au rôle de l'archéologie dans le conflit. Oui, et lorsque j'ai commencé ce livre, j'étais loin de nous douter qu'on aurait affaire à cette résurgence brutale, puisque, comme chacun sait, on a affaire aussi à une guerre
une guerre des mots, une guerre des propagandes, disons le mot, enfin en tout cas d'une certaine forme de propagande, avec des accusations de nazisme, avec un théâtre aussi de ce conflit qui est extrêmement sensible au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque ce sont ces fameuses terres de sang, ont été commis les pires atrocités, les tueries de la Shoah par balle, sont des zones dévastées par la guerre, bon, historiquement très marquées par les conflits d'une manière générale. Et on voit bien que, en tout cas, l'héritage idéologique, cette violence très particulière de la Seconde Guerre mondiale résonne aujourd'hui dans la façon dont Vladimir Poutine, notamment, instrumentalise la mémoire de la guerre, la mémoire de la Grande Guerre patriotique aussi, côté russe, pour justifier son impérialisme, tout simplement, vis-à-vis de l'Ukraine, et une certaine forme aussi, tout le monde s'accorde à le reconnaître, de paranoïa héritée en partie au moins de la Seconde Guerre mondiale. Puis nous savons combien la démarche de l'archéologue peut être essentielle aussi au moment où, dans l'actualité, il y a des découvertes de fosses avec des cadavres. Cette démarche-là, il y a la démarche du médecin légiste, bien sûr, mais le légiste étudie le corps, et avant d'étudier le corps, il faut fouiller et ressortir. Et il y a aussi un écho très net, nous l'avons vu tout à l'heure avec ce soldat allemand. C'est cette réflexion-là aussi qui fait que l'archéologie, c'est pas uniquement destiné à réfléchir à l'histoire et au passé, c'est aussi évidemment réfléchir au présent. Oui, il existe d'ailleurs une spécialité. Alors, encore une fois, nous sommes là sur les marges de la discipline. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'archéologie au sens, en tout cas, académique? Bon, c'est probablement un peu trop, en l'occurrence. Mais il existe une spécialité d'anthropologie dite forensique, qui met à l'œuvre aujourd'hui ses compétences pour l'étude, alors cette fois dans le cadre de grands procès, etc., réunion des preuves, c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, hein, bien sûr, mais ça a été au Rwanda, en ex-Yougoslavie, etc., sur des sites de tuerie, génocide ou non, quel que soit le nom qu'on leur donne, des sites de tuerie, de massacres, avec des compétences qui sont celles d'anthropologues, médecins légistes aussi, mais anthropologues, avec des actes de fouille, et donc des méthodes cartésiennes d'enregistrement, etc., qui nous sont familières, à vrai dire. Bon, mais qui sont mises en œuvre Alors c'est quelque chose qui pour la Seconde Guerre mondiale fait écho à ce qui a été fait aussi sur les centres de mise à mort de Pologne, à partir dès 46, clairement, hein, dès l'après-découverte des camps, à partir de l'instruction des premiers procès, parce que la grande difficulté, on le sait tous, il y a eu quand même une littérature très abondante sur le sujet, etc. Et c'est encore quelque chose de finalement très, très visible aujourd'hui quand on voit le résultat de ces procès. Il y a assez peu de coupables qui ont été punis, en tout cas d'auteurs qui nous paraissent quand même souvent un peu légères. Bon, mais c'est un fait historique qu'il nous faut aussi digérer et comprendre, surtout pour pouvoir le digérer. C'est que ces procès à charge manquaient de preuves, tout simplement. On n'avait même pas idée du nombre des effectifs de gens assassinés dans des conditions industrielles dans ces centres. Donc, on a pratiqué des fouilles avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des méthodes forensiques, en l'occurrence beaucoup moins performantes et développées, mais il s'agissait à partir de fosses communes dans lesquelles les restes étaient incinérés, brassés, etc., quelquefois plusieurs reprises, de pouvoir estimer un peu le nombre de victimes. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à les historiens, spécialistes, c'est pas mon métier, hein, très clairement, mais arrivent quand même à proposer des ordres de grandeur à peu près communément admis. Voilà, on sait qu'il y a 6,5 millions de personnes assassinées dans ce contexte-là. Bon, c'est quelque chose qui est bien connu. Il n'est pas utile non plus de considérer, je pense aujourd'hui sur ces questions quand même très lourdes, très graves, que l'archéologie a pour mission absolument d'apporter des preuves, etc. Bon, ce sont quand même des dossiers que les gens instruits, intelligents, maîtrisent avec des données qui ne sont pas contestables, quoi qu'en disent certains. Ce qui est certain, c'est que la contribution de l'archéologie à ces dossiers, aussi marginale ou limitée soit-elle, m'apparaît quand même comme utile pour consolider ces connaissances. C'est tout à fait indispensable. Consolider, compléter, c'est toujours ces disciplines qui échangent. Et dans la propagande actuelle, on le voit bien, hein, au moment d'une guerre contemporaine, il y a cette propagande du prisonnier. Comment est traité le prisonnier de guerre? Et ça, c'est la reddition du prisonnier. Et bien traiter le prisonnier ou mal le traiter. Et ça aussi, c'est pour la Seconde Guerre mondiale quelque chose qui est intéressant parce qu'on n'arrête pas de jouer sur ces espaces différents. L'espace du conflit, l'espace
des civils touchés par les conflits et le camp de prisonniers. Ça aussi, on le voit bien pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'étude à faire. Parce que le camp de prisonniers, il n'est pas censé rester en plus. Effectivement, alors d'une manière générale, si on veut approcher cette question des prisonniers, je pense qu'il faut distinguer historiquement les deux grandes composantes de cette réalité de l'internement. C'est que dans ce contexte, encore une fois, de guerre totale, on a affaire à un phénomène qui touche les soldats, les prisonniers de guerre, donc avec un certain nombre aussi de règles. Bon, alors respecter ou non, ça c'est un autre problème, hein, bien sûr. Mais en tout cas, un contexte culturel et réglementaire assez particulier. Et puis les civils, avec aussi des formes d'internement, de violence, etc., massives, pratiquées à des échelles extrêmement importantes, et dont l'archéologie révèle un certain nombre de facettes, alors plus ou moins documentées, plus ou moins attendues, y compris sur le territoire français ou autre. Par exemple, une archéologue britannique, Caroline Sturdy-Coles, qui a fouillé également, fait des sondages, mené des campagnes sur le site de Treblinka, a fouillé dans les îles anglo-normandes, sur des camps de concentration qui étaient assez peu connus, l'existence était connue, mais assez peu documentés, souvent minorés, c'était des camps de travail un peu. En fait, elle a révélé des complexes concentrationnaires assez sévères et surtout très étendus au Royaume-Uni. Et ça a vraiment profondément choqué l'opinion britannique qui s'est rendu compte que le phénomène avait touché, y compris son sol national. On a également en France aujourd'hui affaire à une prise de conscience du nombre de ces sites liés à l'internement de civils ou de militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour ce qui concerne les civils, des sites qui ne sont pas tous nés en 1939, 40, etc., mais dont certains ont été créés soit pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pas forcément pour d'autres usages, réutilisés de manière opportune, ou alors créés pendant la retirada, l'exil des Espagnols dans la guerre civile, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, et puis aussi parce qu'une certaine forme d'hostilité a fait que on les a parqués, voilà, dans un certain nombre de camps, particulièrement au sud de la France. Ces camps ont ensuite été utilisés en fonction j'ai envie de dire, des besoins. C'est un mot un peu cruel, mais c'est la réalité, de manière très opportuniste, pour y enfermer des juifs, des résistants, des opposants politiques, des communistes, enfin tout ce qu'on voudra. Après-guerre, on y a enfermé des prisonniers allemands, 1 million de prisonniers allemands en France, jusqu'en 1948, Denis Péchanski qui révèle ça un petit peu, mais c'est quand même un maillage du territoire absolument incroyable. Donc les archéologues retrouvent ces camps. Réactivent des mémoires. Sur cette image, par exemple, on a affaire à alors, il faut imaginer des rangées, pas interminables, mais quand même très, très, très impressionnantes, de huttes. De huttes dans lesquelles vivaient ces prisonniers. Alors, ils fabriquaient des réchauds, les moyens du bord, etc. C'est une histoire qu'on commence à mieux connaître du point de vue matériel aussi, ces conditions de vie. C'est surtout ce que révèle l'archéologie, puisque le travail d'historien est quand même, là encore, fondamental en arrière-plan. Et puis des témoignages, des langues qui se délient, des gens qui se souviennent. On n'en parlait plus. Ah, mais oui, mais ça se trouvait à tel endroit. Alors aujourd'hui, on va trouver un Super U positionné sur cette emprise, un parking, un lotissement, ce que vous voudrez. Voilà, ça c'est vraiment l'archéologie préventive telle que je la pratique au quotidien et qui fait ressurgir du sol des choses oubliées, voilà, et qu'on peut comparer à d'autres réalités. Alors j'ai ici présenté, en tout cas dans le livre, un exemple parmi beaucoup d'autres, celui de ces prisonniers russes en Allemagne, dont on ignore encore aujourd'hui le nombre exact, dont énormément sont morts de faim dès la première année de la campagne de Russie, parce qu'on les a laissés mourir d'une manière absolument épouvantable dans des terriers, passer l'hiver. On imagine bien les conditions de vie en Allemagne pour tous ces prisonniers. Et ça a énormément marqué la mémoire russe. Qui a connu par ailleurs les crimes staliniens, le goulag, etc. J'évoque le travail extraordinaire de l'association Mémorial dans mon livre aussi, qui vient d'être honoré. Prix Nobel de la paix. Voilà, j'étais à peine arrivé que j'ai appris ça. J'ai été encore une fois frappé du caractère d'actualité de tout ça. Mais il est bien évident que ce sont des héritages de douleur qui marquent encore la mémoire russe et qui interviennent aussi dans l'actualité, qui sont encore agissants. Et là, vous venez de dire, c'est vrai, et c'est intéressant, que c'était oublié. C'est vrai, parfois c'est oublié. Et puis l'archéologie préventive permet de faire ressurgir et délier les langues. Et puis parfois, on va dire, c'est oublié sans être volontaire.
et à favoriser. Et ça, c'est aussi notre histoire à nous, l'histoire concentrationnaire sur le territoire français. Et là, c'est compliqué aussi parce que ça touche à notre mémoire et même à la construction d'une mémoire pendant très longtemps, où cette France majoritairement résistante, qui aujourd'hui, c'est bien que c'est beaucoup plus complexe et très différent. Oui, la France réconciliée avec Mm. elle-même Mm. du général de Gaulle, bon, qui après, alors les femmes tondues, les procès à la va-vite, etc., bon, a décidé, d'ailleurs une certaine sagesse, quoi qu'on en pense, que ça suffisait peut-être, le carnage. Bon, peu importe d'ailleurs ce qu'on en pense aujourd'hui, c'est une réalité historique, c'est révolu, c'est comme ça, et on sait tous que cette réconciliation, bon, elle a été cousue un peu de fil blanc, et qu'il y a à certains endroits, les coutures ont certainement craqué, elles craquent encore aujourd'hui régulièrement. En tout cas, notre territoire n'a pas été exempt. On parlait d'internement au sens large, mais également de cette réalité concentrationnaire du Troisième Reich. Je pense en particulier au camp de concentration. Alors, c'est certainement, d'ailleurs, en termes de sévérité, l'un des pires. Hein. Il était identifié d'ailleurs comme tel par les autorités nazies elles-mêmes. L'un des pires du système concentrationnaire allemand, celui de Neisweiler-Struthof en Alsace. Alors à l'époque, bien sûr, des régions annexées, une partie de l'Alsace-Moselle annexée au Troisième Reich, dans lequel ont été commis des atrocités, évidemment, dont on ne finirait pas de donner le détail, qui sont bien connues des historiens, sachant qu'on a quand même récemment retrouvé, vous le savez, un certain nombre de restes de malheureuses victimes juives, notamment à l'université de Strasbourg, à la faculté de médecine, etc. Enfin, il y a beaucoup d'essais médicaux voilà, là-bas, et c'est ça qui est, hein, c'est très récent en fait, cet oubli de ce qui s'était passé à fait. là-bas. On le savait, mais tous les essais monstrueux, on les a retrouvés à la faculté. Oui, un projet, oui, vous dites monstrueux, cauchemardesque, quasi zoologique, hein, comme le Christian Ingrao, Johan Chapouton ont défini cette dimension idéologique du nazisme, qui est quand même difficile à assumer, enfin à comprendre intellectuellement, en tout cas, c'est ce regard zoologique porté à l'espèce humaine qui a amené Himmler, en l'occurrence, à ordonner aux médecins du Struthof de constituer une collection de squelettes judéo-bolcheviques. Donc là, on est en plein délire nazi, très clairement, mais les vestiges sont là. Alors, dans ce qui concerne le Struthof, ce qui est intéressant de noter, alors c'est seul KL, un camp de concentration de type KL, vraiment du territoire français, mais il est bien là. Le camp lui-même, la partie centrale, je veux dire, avec les baraquements, etc., est un musée aujourd'hui entièrement mémorialisé, mais qui est en cours de réaménagement pour devenir le centre européen du résistant déporté. Donc toutes ces réalités sont exposées, expliquées, avec un système très efficace de guide, enfin bref. Mais ce qui manquait sur ce site, ce sont les zones entre guillemets annexes, c'est-à-dire une zone de carrière dédiée au travail forcé dans des bâtiments industriels, etc., qui ont été complètement boisés, envahis par des arbres d'un gros diamètre, hein, complètement couverts, et un pénétrable avec des vestiges en béton qu'on voyait un petit peu partout, qui fait aujourd'hui l'objet, alors c'est cette année pour la première fois, donc pendant quelques années, une campagne foot programmée va avoir lieu sur ces sites-là, dans le cadre de réaménagement du site, de fouilles, de manière à les documenter, en préserver l'intégrité, mieux la comprendre, en rétablir la chronologie, en lien avec des études d'archives, de photographies minutieusement interprétées. On a retrouvé également là-bas les collègues qui travaillent sur ce site. Je pense notamment à Juliette Branger, très jeune, qui a pris en main ce dossier difficile. Ont été retrouvés des tunnels oubliés dans lesquels les vestiges jonchaient encore le sol. Enfin, c'est vraiment... il reste des vestiges à découvrir ou à redécouvrir sur place. C'est vraiment une enquête passionnante. Et également de l'archéologie préventive, menée entre autres par un jeune archéologue, c'est Alexandre Bolly, à l'intérieur du camp, donc au gré des réaménagements du centre, et puis également dans un autre secteur, entre guillemets annexe du site, la chambre à gaz. Donc c'est quand même pas n'importe quel secteur en termes de portée. On évoquait l'histoire particulière de ce camp. Alors c'est quoi une chambre à gaz ou Struthof aujourd'hui? C'est une petite maison à laquelle on se rend en descendant un sentier dans la forêt, dans les Vosges. C'est pas très éloquent. Bon, aujourd'hui, suite à ces fouilles, ça n'a pas révolutionné l'interprétation, bien sûr, qu'on peut en avoir, mais ça a permis de proposer une nouvelle mise en scène, une nouvelle pédagogie, et également un mémorial adapté avec des stèles qui ont été dédiées par
le président Macron qui porte le nom des victimes, etc. Donc l'archéologie, et je m'en réjouis bien évidemment, puisque tout ça intervient à un moment clé qui est celui d'écriture de ce livre, l'archéologie achève de contribuer à la constitution du mémorial et prend sa part. Elle ne va pas tout raconter. Ces expérimentations épouvantables ne sont pas visibles à travers l'archéologie, mais elle vient compléter un certain nombre de petites lacunes, de blancs, dans le récit, l'interprétation qu'on en propose au public. Et il faut savoir que ces grands sites mémoriaux, que ce soit en France, surtout bien sûr en Allemagne, en Autriche ou autres, sont organisés en réseau avec des politiques, des stratégies pédagogiques qui leur sont communes. Je pense notamment au musée d'Auschwitz, qui organise énormément d'expositions internationales, etc. Et donc, bien sûr, cette contribution, elle ne se limite pas à un seul site qui serait français aujourd'hui et bon, allemand hier, et peu importe. Elle participe d'un effort général, collectif, international, interdisciplinaire à cette mémoire des camps. Cette mémoire des camps, surtout que les camps sont encore à étudier. C'est ça qui est très intéressant parce que, et vous l'avez dit, mais avec une justesse, il n'y a pas besoin de prouver qu'il y a eu extermination. Enfin, on n'en est pas là, nous. C'est pas notre sujet. C'est pas le sujet du tout. Et pourtant, la mise à mort demeure la spécificité, parce que c'est ça aussi sur la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même cette spécificité particulière de l'industrialisation, de la mise à mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et cette mise à mort est à étudier. Et là encore, qu'on ait eu des chambres à gaz sur le territoire aujourd'hui français, vous avez raison de le souligner, l'Alsace était alors annexée au Reich, ça fait frémir quand nous projetons notre imaginaire des camps, souvent loin, jusqu'en Pologne. Oui, alors les centres de mise à mort, tels qu'on les nomme aujourd'hui de manière officielle, pour bien les distinguer, ce sont des camps organisés comme tels, avec plusieurs parties, mais avec une composante uniquement spécifiquement dédiée à la liquidation, à l'assassinat de masse, de ghettos entiers. Voilà. Donc, dont la durée d'existence, d'ailleurs, a été globalement relativement courte. Ça s'est fait très rapidement. Des campagnes d'assassinat menées à l'échelle industrielle, vous disiez, quelquefois avec des phases de réouverture, de reprise. Bon, alors on connaît tous, on connaît en tout cas souvent beaucoup mieux Auschwitz, qui est, comme l'a souligné Tal Brugman, et le camp monstre, quoi. Ça a tellement occulté par son gigantisme, son caractère polymorphe, son développement d'ailleurs chaotique par beaucoup d'aspects. La mémoire des camps, aujourd'hui, Auschwitz, c'est plus d'1 million de visiteurs par an. Enfin voilà, c'est le musée clairement du système concentrationnaire et par extension de la Shoah. Mais il en existe d'autres de ces centres de mise à mort et qui ont donné lieu à des fouilles archéologiques. Alors j'ai retenu ici l'exemple du musée, aujourd'hui musée mémorial de Chełmno en Pologne, qui a donné lieu à des fouilles menées par des archéologues polonais. À partir des années, surtout 90, alors dès la sortie de la guerre, on a déjà affaire quand même à un certain nombre, bon, j'en ai rappelé l'histoire un peu compliquée, faite au début dans le cadre des grands procès, puis de tentatives, et puis par la suite de véritables fouilles au sens qu'elles appliquent des méthodes scientifiques rigoureuses qui sont celles de l'archéologie en général. Donc ça a été le cas sur le site de Chełmno, dans lequel ont été menées les premières campagnes d'assassinat au gaz à partir de camions mobiles. Donc tout ça, évidemment, est absolument épouvantable, mais peu importe, l'archéologue est là pour révéler. Et donc on voit sur cette image du musée actuel une partie, cette aire de fouille en aire ouverte qui a été conservée, qui est celle qu'on appelle celle du château, qui a été donc détruite, parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, dans le cadre de ces camps, à part Majdanek, on a affaire généralement à des sites plastiqués, remodelés, maquillés par les coupables. Donc là, ça a été révélé, toutes ces substructions, par des méthodes de fouilles archéologiques qui ont permis de reconstituer et de conserver, de recueillir aussi une collection d'objets très importante avec des bijoux, etc., portant pour certains des inscriptions, etc., appartenant aux victimes, bref, de documenter cette structure criminelle de masse et d'en faire un mémorial. Il faut savoir qu'autour de cette zone de mise à mort, cette zone centrale, dans la forêt environnante, on a également fouillé les fosses communes, les structures funéraires qui sont également visitées aujourd'hui, etc., mais qui ont donné lieu à des estimations, un certain nombre de travaux
deux types de nature archéologique qui permettent aujourd'hui de disposer d'une connaissance à peu près complète du fonctionnement de ce site et de mettre à la disposition des historiens une documentation archéologique qui vienne un peu combler, parfois compléter en tout cas des sources qui sont bien souvent lacunaires. Mais c'est ça, les sources sont lacunaires parce que détruites par les nazis eux-mêmes, ou alors le témoignage, il y a beaucoup de témoignages, mais qui n'est qu'un angle, évidemment, parce que le témoin ne connaît pas le fonctionnement global d'un camp. Et c'est ça aussi que l'archéologue peut apporter, c'est ce regard sur l'ensemble du fonctionnement d'un camp. Tout à fait, sur son évolution, sur son architecture, alors à partir de son état terminal, mais l'archéologie a la capacité alors dans les limites, encore une fois, de ce qu'il subsiste, hein, bien sûr, de ces structures, mais la capacité à restituer un certain nombre d'éléments de chronologie sur ces camps. Alors je pense en l'occurrence à d'autres fouilles, alors cette fois extensives, de celle de cet autre centre de mise à mort polonais, celui de Sobibor, qui était fouillé pendant plusieurs années par une équipe de 3 archéologues, donc 2 Polonais et un Israélien, qui ont cette fois, alors c'est toujours des programmes, je parlais d'Unicum hein, au début de cette discussion, ce sont quand même des programmes uniques en leur genre. Pourquoi ? Parce que ce sont avant tout aujourd'hui des sanctuaires, ces sites, donc avec des milliers, des centaines de milliers de personnes assassinées. Donc les autorités religieuses, morales, etc., en charge de la gestion de ces sites n'autorisent pas, bien évidemment, des fouilles au bulldozer. On imagine bien à travers de tels mémoriaux, mais il n'en reste pas moins que les structures mémoriales, les bâtiments, etc., ont été construits dans les années 50, 60, 70 sur des sites dont la cartographie n'était pas connue intégralement, avec tous les arrière-plans de révisionnisme, etc., qu'on connaît. Donc dans le cas de Sobibor, il a été décidé, un peu comme Ostrutov, parce qu'on voulait réaménager le musée, eh bien, de procéder à des fouilles intégrales du site. Donc ça s'est déroulé sur plusieurs années avec des méthodes rigoureuses. On aboutit aujourd'hui à ce plan complet. Alors le projet de réaménagement du site est en cours avec un certain nombre de polémiques quand même, puisqu'il s'agit encore en tout cas, c'est très douloureux, hein, ces discussions, mais de construire un certain nombre de bâtiments qui ne satisfont pas chacun des 3 archéologues. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même quelque chose qui reste compliqué aujourd'hui, malgré les fouilles, comme quoi l'archéologie ne résout quand même pas tout. Ce que je trouve extraordinaire sur ce site, c'est que l'archéologie a fait ici, malgré tout, et quelle que soit l'issue de ces discussions, la preuve de sa capacité à révéler, comme elle le fait pour n'importe quel autre site conservé, un plan, un certain nombre d'éléments de chronologie, des éléments d'explication, et en particulier ces chambres à gaz aussi qui étaient situées sous le mémorial principal de l'ancien musée, donc que personne ne voyait, dont aujourd'hui chacun peut voir, sinon toucher, puisqu'ils sont quand même fragiles, donc il s'agit aussi de les protéger maintenant, c'est autre responsabilité, mais chacun peut constater la réalité matérielle. Voilà. Et au regard des témoignages dont on dispose, y compris des rares rescapés, etc., et aussi d'un certain nombre de photos prises par les SS eux-mêmes, qui sont aujourd'hui réinterprétées par notamment Yoram Haimi, l'un des membres de ce trio, parce que toutes les légendes, en tout cas une partie des légendes sont fausses, ont été délibérément mensongères. On a affaire à une nouvelle étape dans l'histoire, dans l'interprétation de ce site qui est l'un des pires, bien sûr, une horreur. Du Troisième Reich. Puis pour Sobibor, il y a cette tentative d'évasion qui reste dans les mémoires parce qu'il y a le film, et puis c'est une histoire haute que raconte l'archéologue Vincent Carpentier pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. C'est publié à La Découverte. La photo de couverture est hyper émouvante. Ce sont des gamins qui fouillent dans les décombres pendant la guerre. C'est une mise en abîme folle parce que ces gamins, quelque part, vous pourriez les rencontrer en fait. Il y a cet échange entre l'archéologue et ceux qui étaient là à ce moment des combats de l'horreur. Tout à fait. Ce que j'ai voulu essayer d'évoquer d'emblée sur cette couverture, ces enfants, c'est nous, c'est moi. Cette curiosité assez candide qu'on peut avoir. Alors, il s'agit quand même d'une image certainement mise en scène pour les informations cinématographiques, bien sûr. Toujours ce biais, cette critique. Bon, mais ce qui compte, c'est le message. Et le message, c'est que je ne vois aucune raison pour qu'on ne s'intéresse pas à ces vestiges, parce qu'ils sont douloureux, parce qu'ils sont explosifs, parce que ce sont des pollutions, parce qu'ils nous dérangent, qu'importe. À partir du moment où nous les mettons au jour, nous avons la responsabilité de les observer, de les enregistrer pour ceux qui vont venir après nous.
Ouais, c'est ça qui est important. Et puis, on a besoin de gens qui nous prennent par la main. C'est ce que vous faites pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. En plus, ça se lit bien. Non, mais c'est quand même pratique pour un livre. Non, mais voilà, ça se lit bien. Enfin, ça fait réfléchir et c'est une aventure. Merci vraiment beaucoup à vous de nous avoir expliqué un peu ce manifeste, mais cette histoire qu'on comprend. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup.